Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les races de The Elder Scrolls. On va parler cette fois des Nordiques, la race basique de Skyrim, et qui sont aussi les habitants de Bord de Ciel. Je les apprécie particulièrement, c'est peut-être leur côté prétentieux et bourrin. Par contre j'adore le côté viking, guerrier, etc. Juste ce côté-là. Ça va peut-être être plus long que les Khajiits car il y a plus de sujets à traiter, donc ne perdons pas de temps. Les Nordiques sont les descendants d'Isgramor et de ses 500 guerriers, qui ont débarqué d'Atmora pour arracher Tamriel à l'hégémonie elfe, et fonder ainsi le premier empire humain. Ce sont des guerriers enthousiastes, et ils sont capables d'agir en tant que soldats, mercenaires, marchands, forgerons, partout dans Tamriel. Désireux d'améliorer leurs compétences martiales au-delà des méthodes traditionnelles de Skyrim, ils participent à toutes sortes de guerres. Les Nordiques sont par-dessus tout attachés à l'honneur et la gloire, ainsi qu'à leur famille, un peu obligé. Ainsi, Bord de Ciel est le plus vieil établissement humain en Tamriel, ce qui fait des Nordiques la plus ancienne race humaine sur ce continent. Ça, je savais pas. En effet, si un Breton ou un Impérial pouvait remonter de très nombreux siècles dans son arbre généalogique, il s'apercevrait que ses ancêtres sont nordiques. Apparemment. Même ces derniers siècles, de nombreux humains parmi les plus influents sont nordiques. Parmi eux, Tiber Septime, qui fonda pourtant son empire en Cyrodiil. C'est pas la même chose. Contrairement à la croyance populaire, Isgramor n'était pas le premier homme à fonder une colonie humaine en Tamriel. Lui et ses colons étaient en réalité les derniers d'une longue lignée d'immigrants en provenance d'Atmora, perpétuant une tradition ancienne. Il y avait en effet déjà des populations indigènes humaines en Tamriel. À leur arrivée en Bord de Ciel, les Atmorans fondèrent la majestueuse ville de Sartall. Donc on connaît tout ça maintenant. Les Nordiques installés vécurent plusieurs années dans une paix relative avec les elfes natifs du continent. Les Falmeurs se sont alors rendus compte que la longévité de ces nouveaux arrivants et leur cycle de reproduction étaient dangereusement supérieurs aux standards elfiques. Ils pensaient être submergés et envahis en quelques années ou poussés dans une guerre d'invasion problématique due à l'impact numérique de l'ennemi. Ils décidèrent de passer à l'offensive. Cela aboutit à un massacre qu'on nommera plus tard la Nuit des Larmes, massacre au bout duquel une armée d'elfes fondit par surprise sur la ville sans défense de Sartall, qui fut pillée et rasée. Et ouais. Quant à ses habitants, les elfes se livrèrent à un massacre ordonné des hommes, femmes et enfants. Qu'en gros, ça veut dire qu'ils ont buté. Hein. C'est juste mal... voilà. C'est mal... comment dire ? C'est mal dit. Alors débarquement en Bord de Ciel, les Nordiques sous le commandement d'Isgramor menèrent maintes batailles contre les armées Falmeri. C'est les Falmeurs, hein, Falmeri. D'abord avec la reprise de Sartall et après par le dispersement d'unités à travers la province. Après les lourdes pertes du camp ennemi, Isgramor repoussa ceux-ci jusqu'à leur dernier repère, Solstheim, qui est le lieu du DLC Dragonborn. La dernière bataille opposant les Nordiques et les Elfes des Neiges porte le nom de bataille du col de Moisring. Ce combat marqua la fin de l'ancienne civilisation des Falmeurs, de Bord de Ciel, et le début d'une émancipation des hommes sur les elfes. C'est comme ça que le bordel a commencé. On dénombre alors beaucoup de massacres en représailles à la Nuit des Larmes, ce qui valut à Isgramor et aux siens le titre de libérateur du peuple nordique, hein, tandis que d'autres voyaient en ses actes une infamie sans nom, parce qu'il a quand même massacré des... Voilà. Il a quand même massacré une population, et des fois c'était des innocents. Donc la dynastie d'Isgramor prit leur place en Bord de Ciel, et les Nordiques s'étendirent sur l'ensemble du territoire, construisant villes et villages. Plus tard, vers le Mérétique tardif, survint la guerre draconique, opposant les puissants dragons aux jeunes hommes inexpérimentés. Bon, apparemment ils étaient inexpérimentés, mais ils ont quand même gagné. Après de longues années de servitude sous le règne tyrannique des dragons, contraints de les vénérer comme des dieux, les Nordiques se rebellèrent avec l'aide de certains dragons, dont Parturnax, j'arrive jamais à dire son nom, qui se retourna contre ses frères et enseigna aux Nordiques le Tu'um, l'art puissant de la voie draconique, qui leur permit de renverser le cours de la guerre en leur faveur. Usant de la voie que Parturnax leur avait apprise, avec l'aide de Kin, on va voir tout à l'heure c'est quoi Kin, les humains défièrent les dragons dans une lutte sanglante.
Avec la défaite d'Alduin, le chef des dragons, qui périt à la gorge du monde, la suprématie des hommes s'établit et les dragons disparurent progressivement pour se cacher dans des endroits reculés de Tamriel. Ainsi les Nordiques furent pleinement libérés, ils purent alors poser les bases de leur futur empire. Oui, parce qu'en fait c'était pas la première fois que Alduin, enfin c'était la première défaite de Alduin, mais il va revenir dans les événements du jeu. Né en l'an 113 de la première ère, le 13e roi de Bord-de-Ciel, le roi Harald, de la dynastie d'Isgramor, fut le premier homme à faire de Bord-de-Ciel un état indépendant et détaché de ses racines d'Atmora. En l'an 139, il repoussa définitivement les derniers elfes des neiges de la province de Bord-de-Ciel, qui durent alors retrouver refuge auprès des Dwemer, qui sont des sales races, qui à leur tour les auraient réduits en esclavage et transformés en falmeurs avides et privés de leur vue. C'est pour ça qu'ils sont aveugles dans le jeu. En l'an 143, à l'aide de ses forces armées, il abolit totalement le culte du dragon et tua les derniers prêtres dragons encore en vie. Après le règne du haut roi Harald, une assemblée fut créée pour élire le prochain haut roi. Cette assemblée rassemblait l'ensemble des jarls, chaud à dire, l'ensemble des jarls des 9 châtelleries de Bord-de-Ciel. C'est le fils cadet du roi Harald qui lui succéda, logique, le haut roi Vrage le Doué. Il s'appelait Vrage le Doué, c'est un nom de merde, qui entama les conquêtes de Bord-de-Ciel. Il fonda le premier empire des Nordiques et en l'an 290 a édifié toutes les régions du nord de Tamriel. Ces régions comprenaient tout le nord de Morrowind, de Hautroche et de Cyrodiil. Donc tout en fait presque. La capitale de cet empire était Vendôme, qu'on connaît tous par rapport au jeu. Une ville construite par Isgramor après sa victoire contre les elfes. Sa cour, le palais des rois, se dresse encore, abritant le Jarl d'Estmarch. C'est l'une des rares structures encore intactes de la première ère. En l'an 369, le règne du haut roi Borgas, dernier roi de la lignée d'Isgramor, prit fin. Il fut tué au cours de la traque sauvage. Suite à cet événement, le premier empire nordique commença à s'effriter. Désolé, j'ai oublié de faire une pause. Comme il n'y avait pas d'héritier pour le trône, l'assemblée devint inefficace et incapable de trouver un nouveau haut roi. Ceci marqua le début de la guerre de succession. Ils ne sont pas pris la tête sur le nom. L'Empire perdit alors toutes ses conquêtes au-delà du vieux royaume et ne réussit jamais à les reconquérir. La guerre de succession prit fin en l'an 420 avec le pacte du chef du clan, ça s'appelle comme ça, qui stipulait qu'un concile ne se tiendrait que lorsque le haut roi serait mort sans héritier en vie. Ouais. Le chemin de la voie sera également à tout jamais bouleversé quand un puissant général nordique nommé Jürgen Parlevent, qui maîtrisait le Tuum, essuya une défaite cuisante lors de la bataille du mont Écarlate, opposant les Nordiques aux Chimères. Alors je savais pas c'était quoi les Chimères. Bref. Parlevent, pensant que les dieux avaient puni les hommes pour avoir fait de la voie un art martial, se retira au sommet de la gorge du monde et créa l'ordre des Grisbarbes. Ça aussi on connaît. Il fit construire un imposant monastère à cet endroit qu'il baptisa le Hrothgar. Voilà. Ce n'est que des années après qu'Olaf le Borgne, guerrier unanime reconnu pour sa conquête du royaume de la Crevasse, fut couronné au roi de Bord-de-Ciel. Je m'en souvenais même pas qu'il avait été roi. Son règne ne connut aucun fait marquant. En gros, il a rien fait. Selon la légende, ce héros bâtit le dragon Numinex au mont Antor. Avec son Tuum, il l'emprisonna dans le donjon de la ville de Blancherive. D'ailleurs, dans le jeu, il y est toujours. Qui prit ensuite le nom de Fort Dragon. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Le règne du haut roi Olaf s'arrêta en l'an 452. Et durant la fin de la première ère, il y eut une invasion par les Akavirois. Les gardes-dragons, c'est ceux qui ont une armure style samouraï, dont les lames prétendent être originaires. Voilà. Akavirois, Akaviri, en fait c'est les lames. Hein. Voilà. Les Nordiques, peuples insoumis, ont été les premiers à contester ces envahisseurs, comme d'hab. Ils essuyèrent donc une défaite et les gardes-dragons taillèrent leur chemin à travers Bord-de-Ciel. Les Nordiques rejoignirent alors Rayman de Cyrodiil à la bataille du Col Pal. Après leur défaite, les Akavirois prêtèrent serment à Rayman de Cyrodiil, parce qu'ils se sont fait défoncer. Cette ère vit aussi la naissance de l'un des Nordiques les plus connus de l'histoire, une représentation mortelle d'Ysmir, le dragon du Nord Wulfhart, le souffle de Kin, fils d'Oag, tueur de mer. On raconte qu'il était la réincarnation de Shor, le dieu nordique.
Il mena maintes guerres pour la restauration du panthéon nordique en bord de ciel et parvient à parachever la destruction du culte alétien. Wulfhart était haut roi, tout comme son père, et serait mort en l'an 668. Il était un maître du Tuum, parfois surnommé la Voix de Kin. L'aube de l'ère deuxième comprit plusieurs conflits impliquant les Nordiques. Vers l'an 850 de la Seconde Ère, le général Hjalti, à l'aide de troupes nordiques, fut engagé dans un conflit avec les Crevassés, appelés hommes sorcières. Je crois que c'est les parjures dans le jeu, si je ne me trompe pas. Il contrôlait alors la totalité de la Crevasse ainsi que l'est d'Autroche, en s'alliant avec le roi Colovian Culécain. Il a un nom compliqué. Hjalti réussit à contrer les Crevassés et à forcer leur retraite dans leur ultime repère qui était le vieux Roldan, une forteresse dite imprenable. Les deux forces semblaient être dans l'impasse jusqu'à l'intervention de Wulfhart, ou Wismir, c'est pareil, qui rendit visite à Hjalti dans la nuit et qui lui enseigna l'art du Tuum. Le matin venu, Hjalti conduisit son armée aux portes de la forteresse et se servit du pouvoir de la voix pour briser la défense ennemie, faisant s'écrouler les portes du dernier bastion crevassé. C'est un peu de la triche. La victoire fut acquise, les Nordiques rebaptisèrent Hjalti en lui donnant le nom de Talos, afin de pouvoir l'honorer sous un patronyme nordique. Parce que Hjalti, c'était pourri. Il était la deuxième représentation mortelle d'Ysmir. Les peuples nordiques pressentirent alors que l'unité de leur premier empire commençait à renaître de ses cendres. En partie. En l'an 852, peu de temps après que les deux généraux se soient rendus à Cyrodiil, les forces alliées des Nordiques et des Bretons se dirigèrent vers le sud et conquirent tous les grands cols et établissements dans les montagnes de Hieral. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. Mettant en scène leurs forces à Sancretor pour l'hiver, les envahisseurs alliés n'osaient faire face au puissant Talos, qui n'est pas son vrai nom du coup. N'ayant plus formé qu'une petite armée, il lança tout de même un assaut contre Sancretor. C'est une ville, c'est pas un mec. Sancretor. Il y a juste un espace. Bien que le fort était entouré par un terrain infranchissable, un traître breton montra à Talos un petit sentier de montagne qui mènerait ses forces dans la forteresse. L'alliance nordique bretonne voyait que le général avait laissé une force très affaiblie sur le terrain. Pendant ce temps, Talos avait récupéré l'amulette des rois et conduisit ses troupes à l'intérieur des murs de Sancretor. En utilisant son armée et le pouvoir de la voix, il balaya les défenseurs et prit le fort avec une facilité déconcertante. Voyant cela, les Nordiques abandonnèrent leur alliance et jurèrent allégeance à leur nouveau chef, lui réclamant de créer un nouvel empire dont il deviendrait l'héritier. Peu de temps après, Talos prit le nom de Tiber Septime et déclara un nouvel empire, qui comprenait maintenant les Nordiques de Bord-de-Ciel, les Bretons d'Autroche et les Impériaux de Cyrodiil. Plus tard, Tiber Septime conquit l'ensemble de Tamriel, et en l'an 897, il avait soumis toutes les races connues afin d'unifier Tamriel sous une seule bannière. Il fut couronné empereur du Troisième Empire et mourut au début de la Troisième Ère, en l'an 38. Donc c'est vraiment tout au début. Il monta au stade de divin suite à tous ses hauts faits et devint le dieu incontesté des hommes et saint patron des Nordiques. C'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de parler de Talos à longueur de journée. Voilà. La Troisième Ère débuta en l'an 897 de la Deuxième Ère. Oui, c'est bizarre. La Troisième Ère qui débute à la fin de la Deuxième, c'est un peu chelou. Bref. Donc c'était l'année où Talos a soumis tous les peuples du monde, blablabla. Dans l'année 121 de la Troisième Ère, la guerre du Diamant Rouge fut menée par la reine Potema, dite la reine Louve, elle s'appelait comme ça apparemment, et son fils Uriel Septime III. Avec l'aide de sa mère Uriel Septime, à ne pas confondre avec Tiber Septime, c'est pas la même personne. Avec l'aide de sa mère, Uriel Septime rassembla toutes les forces de Haute-Roche, du nord de Morrowind et de Bord-de-Ciel. Avec cet appui, il parvint à conquérir une grande partie de Tamriel et à s'autoproclamer empereur. Mais au cours de la bataille d'Ishidag, son armée fut vaincue par Séphorus Septime, encore un autre Septime, et Uriel fut capturé. Quelle victime! Il était sur la route de la cité impériale quand la caravane a été attaquée par des vigiles, tuant Uriel. Et il a vraiment pas de cul. La guerre prit fin lorsque Potema fut tuée elle aussi, durant le siège de Solitude. En l'an 399, le mage de guerre de l'empereur Uriel Septime VII, donc c'en est un autre,
qui s'appelait Yagar Tarn. C'était son mage, apparemment. Il l'emprisonna en Oblivion et prit son apparence, usurpant sa place sur le trône impérial. Carrément. Après la reconstitution du bâton du chaos, Yagar Tarn fut vaincu et Auriel Septime reprit sa place. Alléluia. Durant cette ère, un héros du nom d'Aevar Chantepierre, Aevar Chantepierre, faut dire un truc français, sauva également la tribu nordique d'Escale sur l'île de Sostheim, d'une prophétie sanglante liée à Hircine, le prince des draps. Ce qui n'est pas rien. Pendant la crise d'Oblivion, quand les portes d'Oblivion furent ouvertes partout en Tamriel, Bord-de-Ciel en ressortit relativement indemne. Hormis le fait que de nombreux Nordiques se battirent durant les ravages, les Dédras n'avaient pas tellement fait éruption en Bord-de-Ciel. Nous savons seulement que la ville de Vendôme fut le centre de ravitaillement de la Légion impériale durant la crise. On s'en fout un peu. En l'an 171 de la 4e ère, après l'extinction de la lignée des Septimes ayant pour cause la crise d'Oblivion, la grande guerre éclata entre le 3e domaine, Aldmeri, et l'Empire de Tamriel. Cette guerre fut sanglante pour les deux camps, de nombreux Nordiques faisaient partie de la Légion impériale. Il faut le préciser. C'est au cours de la bataille de l'Anneau Rouge que les héroïques soldats de la Légion nordique, justement, sous le commandement du légat Jonah, tinrent bon face aux elfes qui avaient pris la ville. Cette guerre se conclut par le traité de l'Or Blanc. Cet accord comprenait de nombreux termes, et Talmor exigeait le bannissement du culte de Talos, ce qui était un affront sans précédent pour les Nordiques, logique. Le démantèlement des lames et le droit de donner libre cours aux Talmor de se déplacer dans tout l'Empire, et de reconnaître le fait que les elfes sont supérieurs aux hommes, soulevèrent une indignation prononcée en Bord-de-Ciel. Bah, tout le monde était dégoûté. Hein. Les Nordiques eurent extrêmement de mal à supporter ces termes. Par conséquent, nombreux d'entre eux, désirant voir leur partie libre et forte, leur patrie libre et forte, je me suis trompé, ils commencèrent à rejoindre la rébellion des Sombrages. Cette rébellion clame encore l'indépendance de Bord-de-Ciel, le rétablissement des anciennes traditions nordiques et du culte de Talos. Elle est menée par Ulfric Sombrage. Bah, vous le savez, hein, puisque c'est le jeu. En fait, c'est les événements du jeu, la 4e ère. Donc tout ce que je vais vous dire là, vous êtes peut-être déjà au courant. Bref. Ulfric Sombrage qui est jarl de Vendôme et prétendant au titre de roi. Accompagné de son second, Galmar Ruitpoint. En l'an 200, Ulfric contesta l'autorité de l'Empire et décida de défier le roi Thorig, dans un combat singulier. Ulfric le vainquit grâce au Tuum, comme dans le jeu. L'ancien art nordique, mais c'est sa lame qui transperça le cœur du roi. L'Empire considéra cet acte comme un meurtre et il en résulta l'élément déclencheur de la guerre civile en Bord-de-Ciel, entre les Sombrages et la Légion. Le retour des dragons et l'arrivée du dernier Dovahkiin, qui est notre personnage, c'est en l'an 201. En gros, l'arrivée du Dovahkiin marque aussi la 4e ère pour les Nordiques. C'était en l'an 201. Bord-de-Ciel sera dès lors le théâtre d'affrontements titanesques qui trouveront leur aboutissement lors de la défaite du dévoreur de monde, Alduin, face au Dovahkiin en Sovngarde. C'est en gros la fin du jeu. Le ressurgissement d'un puissant clan de vampires en l'an 201, toujours, nommé le clan Volkiyar, marque également la 4e ère. En gros, c'est le DLC d'Ongarde. Ce retour amena la reformation d'une ancienne faction nommée Garde de l'Aube, qui sont les chasseurs de vampires. Enfin, bien que cela ne concerne pas seulement les Nordiques, le retour de Miraak, autrefois prêtre dragon, et ancien enfant de dragon, survient suite au fait qu'étant mort depuis des millénaires, il cherche un moyen de retourner en Tamriel sous sa véritable forme, et de reprendre le contrôle de Sostheim. Il réalisera que seule l'âme du dernier des Dovahkiin pourra lui permettre de revenir. C'est pour ça qu'il demande à votre personnage d'aller sur l'île. Voilà. Ce retour concerne en quelque sorte les Nordiques, car les événements se déroulent sur l'île de Sostheim, qui abrite une ancienne tribu de Nordiques, qui sont les Skalls. Les citoyens de Bord-de-Ciel sont grands, agressifs et sans peur, laborieux et entreprenants dans les domaines du commerce et de l'exploration. Les Nordiques sont aussi des marins de renom et ont profité du commerce maritime depuis leur première migration à travers la mer d'Atmora. Ce sont d'excellents capitaines et marins dont les flottes marchandes arpentent de nombreuses régions tout au long des côtes de Tamriel. Forts et entêtés, voire téméraires. Sans blague. Les Nordiques sont aussi connus pour leur résistance au froid, même d'origine magique. En gros, ils peuvent se prendre un sort de glace et ça leur fait moins de dégâts que les autres races. La violence fait partie du quotidien des Nordiques,
Ils sont d'ailleurs tous rompus à la plupart des armes et techniques de combat. Ils participent gaiement aux guerres et mènent bataille avec une férocité fanatique qui traumatise et épouvante leur adversaire. Pas toujours. L'équipement militaire des Nordiques, dans son esthétique, essaie d'imiter les animaux totémiques de son panthéon. On va le voir tout à l'heure. On retrouve de ce fait des motifs de renards, d'ours, de baleines, de faucons, de loups, de serpents, de phalènes ou de chouettes. Au niveau de la forme, tout est lourd contrairement à la finesse du détail des armures elfiques. Logique, hein. Leur équipement est généralement fait de fer ou d'acier avec des rajouts en peau d'animaux. On retrouve aussi quelques touches de corindon. Ils ont aussi un tempérament très nationaliste, patriote, et sont très conquérants. On dirait des Américains. Comme ils ont pu le prouver au début de la première ère, bien que l'avènement de Tiber Septime les ait poussés à s'allier à l'Empire, plutôt qu'à faire sans cesse des guerres pour le contrôle de tel ou tel territoire, les plus grandes cités nordiques, elles, sont dirigées par un jarl, et les plus petites villes sont attribuées à un Tan, qui est directement affilié à un jarl. Mais vous le savez. Pour ce qui est de l'éligibilité à de tels rangs, c'est très souvent l'effet d'armes qui change les choses. Aussi chaque jarl ou Tan peut se voir attribuer un Huskarl. C'est comme un écuyer, qui les suivent partout où ils vont. Mais vous le savez déjà, puisque dans le jeu, on peut être Huskarl. Enfin, on peut avoir des Huskarl, quand on est nommé Tan d'une ville. En résumé, les Nordiques mènent une politique très centrée sur le militarisme, et ne sont pas très cosmopolites, sauf quand des faits d'armes sont présentés. C'est en bord de ciel que se trouvent le plus de clans nobles et puissants, ou d'anciennes familles très riches et très influentes. Généralement, ces clans ou familles ont de fortes relations avec les hauts dirigeants du royaume, tels que les jarls ou même parfois le haut roi lui-même. Privilège. Le culte nordique, qui est le plus ancien culte humain de Tamriel, et celui des 9 divinités, s'en inspire par bien des aspects. On le trouve habituellement chez les Nordiques, habitants de bord de ciel. Pas encore parfaitement humanisé, on y trouve encore de nos jours des traces d'influence que les impériaux jugeraient païennes. Le paradis des Nordiques est le Sovngarde, un lieu où sont accueillis tous les Nordiques, morts en braves, au combat, et où ils pourront à tout jamais boire de l'hydromel et se mesurer à leurs amis dans des concours de force pure. De plus, la mythologie nordique possède un découpage du temps différent des ères habituelles. Leurs ères, nommées Kalpas, durent beaucoup plus longtemps et sont liées à l'apparition d'Alduin. La culture nordique est également très portée sur le respect et la valeur de chaque homme. Ils se doivent d'être rompus à l'art de la guerre, dès leur plus jeune âge, c'est un peu comme les Spartiates, et de faire preuve du plus de courage et de bravoure possible au combat, notamment à la guerre. Ainsi, il existe de très anciens clans dont la réputation inspire la crainte et le respect et dont les exploits font souvent l'objet de chansons. C'est pour ça que les bardes, ils font souvent des chansons sur les héros, genre Olaf, etc. Ragnar le Rouge aussi. Bon, du côté des Nordiques, leur panthéon est une religion animiste, où les dieux sont représentés par des animaux totems. C'est un peu bizarre, mais bon. Du coup, on a Shor, le renard, représentant le monde souterrain et la ruse. Après, on a Tsun, l'ours, la divinité des épreuves contre l'adversité. Il est le frère de Stun. Après, du coup, on a Stun, justement, qui est la baleine, le dieu des rançons. Il est le frère de Tsun. Kin, le faucon, déesse des vents, de la pluie et de la vie. Après, on a Mara, la louve, déesse de l'amour et de la fertilité. Après, il y a Dibella, la phalène. Je sais pas ce que c'est la phalène, je sais pas c'est quoi une phalène. Déesse de la beauté et de la passion et de l'art. Après, on a Orkei, le serpent, le dieu de la mort. Voilà, ils sont pas pris la tête. Après, il y a Moloch, le sanglier, dieu des traditions. Hermamora, le lapin, qui est le dieu démon du savoir. Donc, vous fiez pas trop aux apparences du lapin. Après, il y a Alduin le dragon, qui est le dévoreur et créateur de mondes. Ismir, le dragon du Nord, aussi appelé Talos. Yunal, la chouette, dieu des runes. Et le dernier, Morius, ou Morihaus, le taureau ailé, dieu de tous les vents. Le nordique tire ses origines de la langue parlée en Atmora, mais puis également dans le draconique. Les dialectes et l'elfique, notamment Falmeri. Le premier à avoir transcrit la langue parlée en runes, écrite, est le héros Isgramor, considéré alors comme le premier historien humain. Le nordique a connu une longue évolution qui permet de distinguer en réalité deux langues. Il y a le vieux nordique, parlé à l'ère mérétique et à la première ère, et le nordique moderne, qui s'est construit après et qui emprunte une partie de son vocabulaire
aux Tamriéliens. Le vieux nordique est également un ancêtre linguistique du moyen syro-nordique, la langue officielle du premier empire syrodilien, l'ancêtre du tamriélien actuel. Les mots nordiques sont formés en agglutinant ensemble plusieurs termes signifiants. Parfois un trait d'union relie ces termes, mais le plus souvent ils sont écrits sans séparation. La forme écrite du vieux nordique se fait en runes, suivant le modèle Atméran initié par Isgramor en personne. Les noms nordiques ne sont composés que d'un seul mot. Il n'est cependant pas rare que les nordiques ajoutent derrière un titre. Exemple, œil de feu, champ de pierre, demi-troll, etc. Je vous donne des exemples. Il y a Barsark qui veut dire torse nu, terme désignant un berserker. Il y a Dalk qui veut dire couteau, Freeze qui veut dire froid et givre. Hermamora ça veut dire homme des bois ou ceux qui parlent dans les terres sauvages. Et il y a Moot, M2OT, qui veut dire assemblée. Le grand Moot désigne le conseil des Jarls chargé d'élire le haut roi de Bordeaux. Lorsqu'un Nordique meurt, si son âme en est digne, il rejoint le plan de Sovngarde, un royaume de Laetherius, où se retrouvent tous les braves guerriers qui ont marqué l'histoire par leurs faits d'armes, comme Isgramor ou Olaf le Borgne, par exemple. Pour faciliter leur ascension vers Sovngarde, les Nordiques s'érigent de gigantesques tertres de pierre où leurs guerriers et leurs guerrières reposent une fois morts. C'est ainsi qu'on en retrouve énormément dans la province de Bord-de-Ciel et sur l'île de Solstheim. Les anciens Nordiques construisaient de grands tertres et des structures souterraines pour enterrer les morts. Ces tombes étaient souvent bâties pour une seule personne, un monarque, un membre du sacerdoce ou une personne héroïque, mais étaient par la suite utilisées pour enterrer leur entourage ou leur famille. La manière selon laquelle les corps étaient enterrés variait. De petits ossuaires étaient parfois incorporés dans les piliers du tertre, et des os et crânes y étaient empilés. Certains corps étaient placés dans de lourds et solides sarcophages, mais la majorité d'entre eux furent placés dans des niches dans les tunnels des catacombes. Dans certains cas, les Nordiques étaient incinérés sur un bateau, à l'ancienne. Holmgerd le hors-la-loi de Tukushapal fut ainsi inhumé sur un bateau. D'anciennes pratiques d'enterrement sur Solstheim impliquaient de recouvrir le défunt de Stalrim, un matériel magique et presque incassable, ressemblant à de la glace, pour protéger la dépouille. Certains Nordiques modernes se servent toujours de leurs tertres familiaux, mais ils utilisent plus communément des urnes ou un cercueil placé dans la nécropole, où les prêtres ou prêtresses d'Arkeil protègent et entretiennent les restes. Les Nordiques honorent leurs ancêtres et placent des offrandes là où ils ont été enterrés. Des pommes, du vin, des pièces d'or et des baies de givre sont souvent offertes aux ancêtres. Donc, on va terminer le dernier chapitre, qui est sur l'art de la voix. Le Tuum est ainsi l'apanage des Nordiques, une forme de magie ancienne et puissante, originellement maîtrisée par les dragons, et pourtant assez commune en Bord-de-Ciel. Les Nordiques ayant fait de la voix un art martial mais peu maîtrisé, on dit que les anciens généraux des armées nordiques arrachaient la langue de leurs ennemis, vaincus en guise de trophée de guerre, pour démontrer que leur voix était plus puissante que celle des ennemis. Ces généraux étaient appelés les langues. Pas pris la tête sur le nom, les langues. Les seuls maîtres du Tuum connus de l'histoire ont d'ailleurs toujours été des Nordiques. Ce pouvoir, dit-on, leur a été confié par la déesse Kine. K-Y-N-E. Les enseignements sur la maîtrise du Tuum continuèrent et prolifèrent chez les peuplades nordiques suite à la victoire de la guerre draconique. Les Nordiques sont ainsi les premiers mortels à utiliser la voix. On peut parmi eux citer les quelques plus grands maîtres du Tuum, qui ne sont pas par ailleurs que nordiques, tels que les Grisbarbes, un antique ordre monastique de moines adeptes des préceptes de Kine et de l'art de la voix. On le savait déjà, mais bon. Le sage Jurgen Parlevent, fondateur de cet ordre, qui changea à tout jamais l'utilisation du Tuum au sein du peuple nordique. Ancien et célèbre hors-roi de Bord-de-Ciel, Talos, empereur et fondateur du troisième empire de Tamriel. Il y a Olaf le Borgne, ancien roi de Bord-de-Ciel et vainqueur du dragon Numinex, ainsi que les langues des armées nordiques. Mirac, aux membres de l'antique ordre des prêtres dragons, ainsi que premier enfant de dragon connu de l'histoire, blablabla. Sa connaissance du Tuum surpassait celle de tous ses prédécesseurs. Elle était telle qu'il créa par ailleurs plusieurs cris d'une grande puissance. Enfin, on compte le général des armées rebelles de Bord-de-Ciel, Ulfric Sombrage, et bien d'autres encore, dont on ignore le nom. Donc je peux pas vous les dire. Voilà, on a fini. C'est tout ce qu'il y avait à dire sur la race des Nordiques, et la vidéo dure déjà
a quand même fait 30 minutes. Hein. Donc c'est plus long que les Khajiit, mais pas trop non plus. Voilà. Donc du coup, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce, c'est pas déjà fait. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur une autre race de The Elder Scrolls. Je vais peut-être faire une pause et sortir autre chose la prochaine fois. Donc on verra. Ciao les gens.